pour aborder maintenant la première table ronde, je vais demander aux gens qui doivent intervenir sur cette table, Claire Tramier, Soisy Glorvélec, Yannick Blanc et Étienne Landreau de venir ici. Stéphane, oui j'ai dit Étienne mais c'est Stéphane. Heureusement j'ai pas donné le nom du gardien du FC Nantes. Alors, c'est une table ronde, comme vous l'avez vu, celle de l'amphi de la fac de droit, elle est très moyennement ronde. Il y a deux options, c'est peut-être vous et les gens qui sont là qui allez choisir. Soit on se met en rond un peu derrière la table, le doyen m'a dit que ça se faisait, soit c'est un peu le soviet suprême et je me mets sur le côté. Qu'est-ce que préfèrent les intervenants? Qu'est-ce que vous préférez? J'ai peur que si on se met en rond derrière, vous voyez moins. Ouais. Bon, ok. Allez, donc en front de... Il y a un... Alors, on se met en front de scène. Voilà. Et vous avez chacun un micro, je pense, et il y en a un qui se balade. Ça vous va? Et moi, pour vous voir tous, je me mets au bout. Voilà. Voilà. Super. Donc, même si tout est dans le livret, je vous présente quand même les intervenants, en commençant par Claire Tramier, qui est au centre, première vice-présidente du conseil départemental de Loire-Atlantique, maire de Lavaux-sur-Loire, mais entre autres, en charge des familles et de la protection de l'enfance. Je ne me suis pas trompé, formidable. Soisy Glorvélec, tout au bout, la vice-présidente de ADAS 44, voilà, qui évidemment... L'association, vous la connaissez tous, association départementale donc d'accompagnement éducatif et social. À côté d'elle, Stéphane Landreau, le directeur général de Citoyens et Justice. Et puis le plus près de moi, c'est Yannick Blanc, qui est le vice-président de la Fonda. Après en avoir été président quand même pendant de longues années, hein, si je ne m'abuse, 2012-2018, c'était ça, votre présidence. La Fonda qui se présente comme... un laboratoire d'idées du monde associatif et qui valorise finalement ce que font les associations pour les progrès de la société. C'est souvent une caisse de résonance du travail des associations. Je voudrais juste lancer une première question comme ça à la volée, peut-être à vous Stéphane Landreau, sur l'importance aujourd'hui de l'utilité sociale pour le secteur judiciaire, au-delà, pourquoi il y a toutes ces interrogations, au-delà du fait où on pourrait se dire j'aide les gens, je suis utile, au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'il est important de parler d'utilité sociale? Stéphane. Ça marche? Non, ça marche. Si, ça marche, je pense que ça marche, mais il faut parler, faut parler tout près et il faut parler fort. Mais il y a aussi un micro main qui est à côté de vous et que vous pouvez prendre. Oui, et là, dans ces cas-là, il faut parler tout près aussi. Ça fonctionne aussi. Voilà. Ah, oula. C'est carrément mieux, là. Merci. Moi, je ne m'attendais pas à parler le premier, donc je me dis, je vais écouter les autres. Je ne suis pas très galant sur ce coup-là, c'est vrai. Alors, pourquoi c'est important? Déjà, peut-être, j'ai envie de revenir un petit peu sur les définitions qui ont été données de l'utilité sociale, parce que c'est quand même, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même quelque chose qui fait un petit peu débat. Hein. Il y a, depuis le temps, effectivement, Augustin a retracé une partie de l'histoire de l'utilité sociale, on va dire. Il y a quand même eu des définitions extrêmement différentes, et puis au fur et à mesure, chaque acteur, évidemment, donne la définition qui l'arrange et qui permet de s'inclure bien dans l'utilité sociale. Donc au final, tout le monde est dans l'utilité sociale. Hein. Je crois que Total aujourd'hui peut se revendiquer comme d'utilité sociale sans souci, hein, au vu des différentes choses qu'on porte. Donc je pense que c'est important justement que le secteur associatif se saisisse de cette notion-là pour ne pas la laisser justement au secteur lucratif, pour ne pas la laisser aux gens qui vont normer, qui vont faire tout un tas de belles grilles pour évaluer l'utilité sociale, et que nous on a des choses à dire par rapport à ça. On a des choses à dire. Alors, hier, avant de venir à Nantes, justement, j'étais en train d'écouter une émission de musique, rien à voir avec notre secteur socio-judiciaire, et j'ai entendu un chef d'orchestre qui s'appelle Raphaël Pichon, pour ceux qui connaissent,
qui est à la tête d'un excellent ensemble qui s'appelle Pygmalion, si ça vous intéresse. Voilà, je ne suis pas dans notre secteur, mais c'est important, et qui disait, parlant de la musique et justement du rôle que ça avait, qui disait « Je souhaite avant tout transmettre le fait que la musique peut changer votre vie et la nourrir de façon essentielle. » Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça l'essence de la création des associations à l'origine, enfin en tout cas de la majorité des associations, c'est de changer la vie quand même. Hein. C'est quand même de là qu'on est parti. Alors on a parfois tendance à l'oublier parce qu'on est tellement le nez dans le guidon, en train d'appliquer nos mesures, en train d'appliquer les politiques publiques, etc. etc. mais l'origine, c'est ça. Et moi, il me semble que dans l'utilité sociale, il y a cette dimension qui est importante, qui est très importante, et je pense qu'il faut qu'on y revienne, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se repose cette question-là, c'est-à-dire nous, c'est quoi notre visée, notre objectif? C'est notre projet associatif, hein, c'est se replonger sur nos projets associatifs, c'est quoi nos objectifs? Et de là, on va pouvoir tirer, Augustin l'a dit, hein, notre vraie utilité sociale. Ça me paraît important. Après, sur l'aspect d'utilité sociale, il y a une dimension moi, qui me paraît extrêmement importante aussi, qu'on n'a pas encore évoquée, mais je pense qu'on va l'évoquer, qui est la dimension locale, territoriale. Je pense que ça s'inscrit vraiment, enfin notre utilité sociale s'inscrit vraiment dans un ancrage sur un territoire et dans les actions qu'on mène sur ce territoire. Ça a été dit. Je repense à l'exemple qu'a cité Augustin là, de l'association qui permet à des gens d'accéder à des outils numériques pour accéder à l'emploi. Alors effectivement, si on l'évalue uniquement sur le résultat, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont retrouver un emploi suite à son action, c'est peut-être extrêmement faible, donc on peut se dire qu'elle n'a aucune utilité sociale, cette association. Sauf qu'en permettant l'accès aux outils numériques, elle permet plein d'autres choses à ces gens-là. Elle leur permet certainement de pouvoir faire des démarches administratives, d'accéder à d'autres droits auxquels elles n'avaient pas accès. Et très souvent, moi je trouve, hein, au-delà de l'utilité sociale, on est tellement focalisé sur notre secteur d'activité, notre champ, nos mesures, voilà, qu'on cherche à évaluer uniquement cette partie-là, alors qu'on a un impact sur nos territoires et global, et sur la société en général, qui dépasse largement ça. Et on ne le voit pas. Et je pense que c'est important d'aller le chercher. En l'occurrence, enfin, cet exemple me faisait penser à ça. Et ensuite, juste pour ne pas monopoliser la parole, et puis on y reviendra, mais il y a aussi un enjeu qui me paraît global pour les associations, qui est de dire l'utilité sociale, je pense qu'il faut aussi la penser globalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire, il me semble, on a une utilité sociale parce qu'on a accompagné des gens, et puis c'est bien pour eux, et puis tout va bien. Je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de le penser dans un environnement qui, du coup, est beaucoup plus large que celui-là. Je pense, par exemple, mais je pourrais prendre d'autres exemples, les problématiques d'enjeux climatiques. C'est pas possible aujourd'hui. On pourrait imaginer avoir un accompagnement très performant et très bénéfique pour une personne, et puis qui en même temps ait un impact sociétal ou climatique ou sur l'environnement extrêmement destructeur. Je pense que ça, c'est plus jouable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut qu'on arrive, je crois, à penser notre utilité sociale pour la société tout entière, c'est-à-dire avec tous ces enjeux qui sont autour, et comment on prend ça en compte. Ça fait beaucoup de choses, hein, en plus de ce qu'a dit Augustin, mais je pense que c'est important qu'on s'en saisisse, parce que si le secteur associatif ne s'en saisit pas, encore une fois, d'autres vont s'en saisir, vont le normer, vont aboutir à quelque chose qui va être du niveau effectivement, du label, de la grille à remplir, de la norme, de choses comme ça. Et ça, je pense que ça sera extrêmement destructeur pour nous, ouais, mais de manière générale pour la société. Et vous pensez qu'il y a urgence ? Ah oui, je pense qu'il y a urgence, oui. Oui, il y a urgence, et j'allais dire, de par le positionnement du secteur associatif aujourd'hui, hein, il y a un vrai enjeu, on le voit bien, hein, le secteur associatif dans son ensemble, je ne vais pas parler uniquement du socio-judiciaire, est coincé, j'allais dire, entre le service public, dans son ensemble, hein, qui parfois considère le secteur associatif comme un de ses services, hein, parfois. Ça va jusque-là. Hein. On en parlera tout à l'heure, je pense. Voilà, ouais. Ça va jusque-là. Et puis d'un autre côté, d'autres qui le considèrent comme du lucratif, hein, comme une entreprise privée avec des fonctionnements, du coup, les fonctionnements induits, qui sont appel à projet, qui sont marché public, etc. C'est-à-dire pas dans une relation particulière par rapport au secteur associatif.
Et si on veut faire valoir cette place-là, singulière, particulière, et une place justement qui est une place qui a une utilité sociale avec une vraie visée de transformation de la société, je pense qu'il y a urgence à le faire, parce que si on ne le fait pas, je le dis, enfin, c'est pas pour être catastrophique, mais il y a un vrai enjeu de survie, je crois, pour le secteur associatif, sur les champs en tout cas, sur lesquels on est. Sophie Glorvelec, est-ce que à ADS 44, vous vous posez régulièrement, à travers les actions que vous menez, la question de l'utilité sociale? Oui. Ça marche, ouais. Ça marche. Il faut parler assez près, mais ça fonctionne. C'est vrai que moi, donc, j'interviens ici en tant que vice-présidente de l'ADS 44. Et en fait, c'est donc au nom du conseil d'administration, en tant qu'organe des orientations politiques de l'association, que je m'exprime. Et en fait, c'est vrai que quand la question m'a été posée de cette table ronde et de l'utilité sociale, en fait, je me suis demandé en quoi l'ADS 44 génère ou non, d'ailleurs, hein, une plus-value sociale, une utilité sociale, et en quoi l'utilité sociale imprègne et gouverne les projets et les actions, et les actions de notre association. Donc, effectivement, vous avez devant vous les services de l'ADAS. Il y a 4 services à l'ADAS, 4 services que je présente rapidement puisque je représente l'ADAS 44 ce matin. Donc un service éducatif d'accompagnement diversifié, un service d'hébergement socio-éducatif qui comporte en fait deux MEX, un service d'investigation éducative et un service pénal socio-judiciaire en fait qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, hein. Et plus, en fait, des activités transversales. On aura l'occasion d'y revenir aussi cet après-midi, je pense, avec Guillaume Jouy. Et en fait, à travers cette présentation, je voudrais en fait souligner la cohérence des différentes activités, parce qu'une association, ce n'est pas des individus qui sont mis les uns à côté des autres, des bénévoles et des salariés, mais en fait, c'est une cohérence des activités qui, en fait, répondent à un besoin social, ça c'est très important, et en fait, et qui contribuent à l'intérêt général, en fait. Et vous avez évoqué le projet associatif. En fait, nous, c'est très important, notre projet associatif, il est très important parce qu'il est à la fois le socle, en fait, qui nous réunit, hein, qui réunit à la fois les bénévoles et les salariés, mais également les partenaires associatifs et, en fait, et les bénéficiaires, parce qu'il ne faut pas les oublier, hein, les bénéficiaires. C'est ce que disait Augustin tout à l'heure, ils sont, exactement, ils sont au cœur et on les entend pas. Très important, les bénéficiaires. Donc, en fait, ce projet associatif, je vais pas le décliner, hein, mais en fait, c'est donc un socle, c'est un outil de référence et de positionnement. Et à chaque fois que, en fait, on aura au sein du conseil d'administration, on va y revenir tout à l'heure, mais un projet, une demande qui vient des institutions, soit du conseil départemental, soit de la justice, en fait, le conseil d'administration va s'interroger à la fois sur l'utilité sociale, mais bon, ce terme reste à définir encore, parce qu'il est très polysémique, ce terme. Hein. Donc, vous n'en avez pas une définition, vous, à l'ADS 44 c'est compliqué, quoi. Non, je pense pour tout le monde. C'est en fait, moi je dis que l'utilité sociale, c'est en fait la capacité qui est publiquement reconnue, puisqu'on est mandaté par des institutions. Donc c'est la capacité publiquement reconnue d'une activité ou d'une organisation en fait, à remplir une mission sociétale, hein, et à faire valoir, parce qu'il va bien falloir aussi les évaluer, faire valoir ces effets positifs sur l'ensemble de la société, comme par exemple répondre
à des besoins non couverts par le marché, parce que là, c'est un terme très important, le marché, ou insérer des publics vulnérables. Donc, en fait, c'est ça un peu l'utilité sociale. C'est une espèce de plus-value sociale. Et vous en avez déjà parlé, je vous interromps un peu, mais comment vous l'évaluez? Alors, chez vous, au sein de l'association? C'est la deuxième question. Ah oui. On aura parce que l'évaluation, ben, je ne voudrais pas monopoliser. Non, parce qu'on va parler de l'évaluation tout de suite après avec Yannick Blanc, qui a eu une réflexion au sein de la Fonda sur l'évaluation. Mais vous, à ADES 44, comment vous faites? Déjà, il y a plusieurs types d'évaluation. Hein. On peut une action, une expérimentation, elle peut être évaluée uniquement sous forme de contrôle, c'est-à-dire est-ce que les subventions qui nous ont été données en fait correspondent bien, ont bien été utilisées pour la mission donnée. Vous allez peut-être en parler, madame. Oui. C'est un premier type d'évaluation, mais à mon avis, c'est pas tellement intéressant pour nous, ça. Enfin, si. C'est essentiel, évidemment, d'un point de vue. Oui, pour les financeurs, ça l'est, en tout cas. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Hein. Parce que, en fait, cette évaluation, ce contrôle qu'on peut appeler financier, budget, en fait, il ne prend pas vraiment en compte les spécificités du secteur associatif et de son utilité sociale. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est en fait d'essayer, à travers les missions, les expérimentations et les activités, c'est de trouver la valeur, l'impact social, mais la valeur créée par le secteur associatif. Mais cette valeur, elle n'est pas tellement visible. Et comment ça s'évalue une valeur? Elle s'évalue, alors, ça c'est le boulot des techniques. Et le problème, mais bon, on reviendra peut-être par la suite à cette question, c'est que, en fait, ce qui me semble quand même difficile, c'est que, elle n'est pas visible, et que, en fait, on demande des évaluations sur telle ou telle mesure. Il y a une différence de temporalité entre la mission de l'association, c'est-à-dire son rayonnement sur le territoire, qu'il soit local ou son rayonnement, et l'évaluation qui, elle, arrive à intenter. Vous voyez, et donc, il peut y avoir une différence de temporalité qui peut être très embêtante. C'est-à-dire que... Oui, puis on est quelquefois dans l'impalpable. C'est pas Exactement. facile d'évaluer l'impalpable. Si, et pourtant, il me semble que pour une association comme la nôtre, l'évaluation, c'est une condition de survie, en fait, parce que qui justifie aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, sa légitimité, en fait. Mais et un mot qui m'a bien, une expression qui m'a bien, et vraiment fait tilt et bien plus, c'est la valeur du lien, parce qu'une association, elle crée du lien à la fois entre ses membres, mais dans la société tout entière. Mais bon, voilà, en quelques mots, mais je reviendrai tout à l'heure sur les expérimentations. Oui, on en parlera. Je voudrais qu'on donne le micro peut-être. Alors vous savez que c'est une table ronde. Une table ronde, c'est pas une succession d'interventions. Vous pouvez les uns les autres, il y a des micros à intervenir. Je voudrais qu'on donne quand même le micro à Yannick Blanc, le vice-président de la Fonda, parce que pour évaluer l'utilité sociale, vous, à la Fonda, vous êtes penché sur quelque chose qui s'appelle l'analyse des chaînes de valeur. Voilà, c'est assez pointu, c'est assez théorique, mais vous allez nous en dire plus. Alors, oui, il y a une partie théorique conceptuelle dans cette affaire, mais l'enjeu, le fait déclencheur de cette démarche et l'enjeu, il est absolument au niveau de l'action, au niveau de la capacité des acteurs à mesurer la valeur de ce qu'ils produisent. Nous sommes partis, alors à peu près exactement de ce que Augustin Gide a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de constater que la recherche de l'impact net d'une action était une démarche qui était erronée parce qu'elle se limitait à repérer une causalité linéaire, alors que dès lors qu'on est dans le champ social, rien n'est linéaire. Tout se passe toujours dans un système d'interaction. Oui, on ne peut pas parler que de taux de récidive ou de qualité d'accompagnement, il faut aller au-delà. Quand on part du modèle entrepreneurial,
quand on parle du modèle de la comptabilité qui est la base des démarches d'évaluation qui ont été construites dans le monde des entreprises, il y a une logique linéaire nécessaire qui est que l'entreprise, pour celui qui la crée, pour l'actionnaire, pour celui qui la gère, etc., ce qui compte, c'est ce qu'en anglais on appelle la bottom line, c'est-à-dire la ligne du bas où il y a est-ce que je suis bénéficiaire ou est-ce que je suis déficitaire, est-ce que je gagne ma vie ou est-ce que je fais faillite, est-ce que je rémunère mon actionnaire ou est-ce que je ne rémunère pas, etc. Je ne rentre pas dans ce débat-là, mais c'est ça la logique. Dès lors qu'on est dans le champ social, cette logique ne vaut plus rien. Alors, je comprends que ça puisse être la logique du financeur public qui dit « je donne une subvention par rapport à un problème identifié et qu'il faut le résoudre, est-ce que l'argent a été correctement utilisé ?» Parce que le contrôleur de la dépense publique va utiliser cette logique. Mais dans le type d'action qui est le vôtre, dans l'ensemble du champ social, ça ne se passe jamais comme ça. Toute action entreprise dans ce domaine-là, et c'est vrai aussi du service public, elle s'inscrit dans un système d'interaction. Et ce que nous avons cherché à faire, c'est à voir comment on pouvait cartographier, explorer et à un certain moment mettre des chiffres, quantifier ce qui se joue dans la relation. Système d'interaction, système de relation. Vous pouvez, comme l'a fait Augustin Gilles tout à l'heure avec l'exemple d'Hespérie 95, mettre l'accent sur ce qui a été vécu, ce qui s'est passé, ce qui a été révélé dans la création des liens et dans la vitalité des liens. Et puis, vous pouvez aussi, c'est pas contradictoire, c'est pas la même démarche, c'est pas contradictoire, vous pouvez essayer d'aller regarder, est-ce qu'il n'y a pas des choses à mesurer dans la transaction ? Le lien, c'est un échange. Un échange, c'est une transaction. J'agis, je donne. Quelle est la contrepartie? Quel est l'effet? Quel est le coût? Combien je dépense en heures de bénévolat ou en ETP de salariés pour obtenir telle action, etc. Et pour mesurer ce phénomène qui est au fond assez complexe, nous nous sommes référés à l'analyse des chaînes de valeur, qui est une technique qui a été développée il y a presque 40 ans maintenant par un théoricien du management des entreprises qui s'appelle Michael Porter et qui a développé ce système d'analyse pour calculer la performance, l'avantage concurrentiel des entreprises. Alors vous me direz quel est le rapport, enfin quel est le rapport qu'il y a entre nous. Ce que la démarche de Michael Porter a d'intéressant, ce qui, moi, m'a frappé tout de suite, c'est que, justement, elle est systémique et qu'elle consiste à prendre en compte cette grande complexité d'interaction qu'il y a autour, y compris de l'activité d'une entreprise. Dans la démarche de Porter, nous avons repris deux choses qui sont essentielles. La première, c'est de considérer que ce qui fait... Alors, lui parle de performance, moi je n'utilise pas ce mot parce qu'il est extrêmement pervers, mais ce qui permet de mesurer l'effet d'une organisation, c'est pas telle ou telle de ses activités, c'est l'ensemble de ses activités. Donc dans le schéma de la chaîne de valeur de Porter, vous avez une flèche qui est la chaîne de production, depuis la conception du produit jusqu'à sa commercialisation et son service après-vente. Ça, c'est une dimension de la chaîne de valeur. Et l'autre dimension de la chaîne de valeur, et elle est très importante pour vous, c'est ce que dans le monde des entreprises ou des opérations, on appelle les fonctions support. Les RH, la recherche, etc., etc. Et il fait la démonstration uniquement dans le monde de l'entreprise, à partir d'études de cas, hein, tout ça c'est américain, donc toujours très pragmatique, très fondé sur les études de cas. C'est comme chez Elinor Ostrom, on multiplie les études de cas avant de faire une théorie, et il montre que d'une entreprise à l'autre, c'est la façon dont se combine la chaîne de production et les fonctions support qui permet de comprendre où est la création de valeur. Mais ça peut se dupliquer à l'associatif. Eh bien évidemment, dans l'action associative, le comment de l'action est aussi important que le quoi. C'est là que se joue la concurrence entre les acteurs associatifs et les acteurs du secteur lucratif. Enfin, on a sous les yeux l'exemple des EHPAD. J'ai plus besoin d'expliquer ce que ça veut dire. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Si dans une organisation, qu'elle soit publique ou privée, et je vais prendre d'autres exemples dans le champ public, on pense qu'il faut, pour obtenir du bénéfice à la fin de la chaîne, réduire les coûts.
systématiquement, à la fin, on détruit de la valeur, y compris par rapport à l'objet de l'entreprise. L'EHPAD marchand, à force de vouloir dégager du cash pour les actionnaires et donc réduire les coûts, ils ont fini par détruire leur chaîne de valeur. Aujourd'hui, leur truc, il ne vaut plus rien en bourse et le système même de l'EHPAD à but lucratif est remis en cause dans son principe. Ils ont détruit la valeur de l'outil qu'ils avaient, donc ils étaient chargés de gérer. A contrario, dans le champ associatif, la façon dont on gère, alors ça peut être des maisons de retraite, ça peut être toute autre forme d'action ou d'établissement à caractère social, la façon dont on le fait est aussi importante pour la valeur créée que l'enchaînement des actions elles-mêmes. Ce que dit Porter à propos des entreprises, il dit quand vous gérez une entreprise, l'intérêt de l'analyse de la chaîne de valeur, c'est surtout de ne pas se tromper sur les activités de l'entreprise où il faut réduire les coûts. N'allez pas réduire les coûts de l'endroit de l'entreprise où se joue un élément clé de la création de valeur, parce que vous allez tuer votre système. Et ça, c'est exactement ce qui est en train de se produire dans le service public. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'école, que ce soit dans la justice, la façon dont la technocratie française a importé le modèle entrepreneurial dans la gestion des services publics aboutit à la destruction du service public. L'hôpital, il est par terre, la justice civile, elle est en miettes. Et c'est le résultat d'une ou deux décennies d'application méthodique des outils de mesure de la dépense, mais pas de la valeur. Ouais, c'est ça. La Cour des comptes, les technocrates de Bercy, ils savent mesurer des dépenses. Ils ont une panoplie d'outils hallucinante pour mesurer les dépenses. Le logiciel Chorus, quand j'étais préfet, j'avais une secrétaire qui est... Comme on réduisait le personnel, il fallait que ce soit elle qui rentre dans Chorus la dépense pour acheter les paquets de café, pour le café que j'offrais à mes visiteurs dans mon bureau. Ouais. Et un jour, elle m'a montré, elle m'a dit, mais pour rentrer dans Chorus l'achat d'un paquet de café, il faut que je rentre 6 références différentes. Et en plus, le système, c'est pas comme dans les applis que vous utilisez dans le grand public. Le système ne mémorise pas. Donc, il faut retaper les 10 références à chaque fois. Donc, les outils de mesure de la dépense, ils sont infinis. Oui, c'est pas ergonomique, Chorus. Ça, tout le monde le sait. Ça ne sert à rien de croiser 6 critères sur l'achat d'un paquet de café. Mais le système vaut pour l'ensemble des dépenses publiques. Mais en revanche, vous n'avez aucun outil, ni à la Cour des comptes, ni à Bercy, pour mesurer la valeur créée. Et le résultat, c'est qu'à la fin, on détruit la valeur. L'analyse des chaînes de valeur, pour nous, je rentrerai sur un autre aspect après, mais le but, c'est ça. C'est une démarche analytique qui permet de cartographier l'ensemble des interactions et sur chacune de ces interactions, en tout cas sur celle d'entre elles que l'on considère comme essentielles, d'aller chercher où est la création de valeur. Mais continuons quand même, Yannick Blanc, parce que c'est assez théorique quand même. Est-ce que ça s'expérimente sur le terrain et est-ce que ça se traduit par des résultats? Ça s'expérimente sur le terrain. Nous l'avons expérimenté pendant 4 ans sur 2 terrains, un ensemble de centres sociaux dans Seine-Maritime et dans la Drôme, et 4 terrains de territoire zéro chômeur de longue durée. Le rapport de recherche sur territoire zéro chômeur de longue durée est accessible sur le site de la Fonda, www.fonda.asso.fr. C'est un travail passionnant. Je le dis d'autant plus que j'ai lancé ce processus de recherche, mais je ne suis pas le rédacteur de la recherche. C'est Alexei Tabet, qui est doctorant, qui a mené cette recherche. Et elle est extrêmement probante. C'est-à-dire qu'elle montre comment ce qui permet au projet Territoire zéro chômeur de longue durée de réussir, après tout un tas d'avatars, d'aventures, de mésaventures, d'effets contraires, d'essais-erreurs, etc., ce qui permet à TZ, CLD, comme on dit entre nous, de réussir, c'est le moment où se cristallise autour de ce projet éthiquement et politiquement indiscutable, qui est de dire sur notre territoire, il ne doit plus y avoir un seul chômeur de longue durée. Ça mobilise tout le monde. Et autour de cet objectif, eh bien, on voit comment se cristallise petit à petit un système d'interaction entre acteurs sociaux, acteurs économiques et collectivités publiques. Et c'est la construction de ces chaînes de valeur qui permet de progressivement sortir les chômeurs du chômage de longue durée. Donc, là où l'évaluation de territoire zéro chômeur par l'inspection générale des finances et l'IGAS avait conclu ça coûte trop cher par rapport à ce que c'est, parce que leur critère de réussite, c'était le nombre de chômeurs de longue durée qui revenaient sur le marché du travail avec un CDD de plus 6 mois ou un CDI, nous montrons, nous,
que la valeur créée par territoire zéro chômeur, elle est plus complexe. Parce que les gens qui sont au chômage de longue durée, généralement, ils n'ont pas que ça comme problème. Ils ont tout un tas d'emmerdements qu'il faut régler dans la vie. Et chaque personne suivie, ça c'est une logique que vous connaissez par cœur, chaque personne suivie a une trajectoire particulière. Est unique, et que agréger toutes les trajectoires dans une seule statistique sur un seul critère, ça rend aveugle sur la valeur créée. Comment on fait pour comprendre, pour faire l'addition en quelque sorte du bénéfice des trajectoires suivies par l'ensemble des chômeurs de longue durée, ceux qui sont rentrés dans l'entreprise à but d'emploi et qui en sont sortis vers un emploi durable, ceux qui restent longtemps dans l'entreprise à but d'emploi, ceux qui ont été pris en charge quand ils étaient dans la file d'attente et qui ont trouvé dans un autre circuit, etc., ceux qui sont allés sur une formation, ceux qui ont des handicaps physiques, psychiques, sociaux très lourds qui font qu'ils ne seront jamais sur le marché du travail concurrentiel, mais qu'à travers la démarche de TZ, ils trouvent à un moment donné une activité, une place, etc. Cette complexité-là, avec notre système d'évaluation, dont je dirais peut-être tout à l'heure comment on fait concrètement pour le mettre en place, mais en tout cas, nous, on permet de le faire apparaître. Et le rapport d'Alexei Itabay montre comment ces démarches-là peuvent construire un système de valeurs perceptible par les acteurs sur un territoire donné. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé, je ne sais pas si c'est Augustin Gilou, un autre, qui a parlé de l'ancrage territorial, la dimension territoriale de l'action. Elle est essentielle parce que, à une certaine échelle, les acteurs sont en mesure de percevoir et de mesurer la valeur qu'ils créent. Si on se met trop loin, l'exercice devient beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ah, il est entraînant, Yannick Blanc. Il est inspirant aussi. Je reviens vers vous, Stéphane, et avant de donner la parole à Claire Tramier, vous parliez d'urgence tout à l'heure sur l'utilité sociale, l'urgence par rapport au secteur marchand, par rapport. Est-ce qu'il y a urgence aussi vis-à-vis des élus de bien définir On va donner la parole. Eh ben oui, mais c'est. Oui. Alors après, c'est là que la dimension territoriale est importante, parce qu'on sait bien que les relations avec les élus, les rapports avec les élus ne sont extrêmement différents d'un territoire à l'autre. On parlait de la valeur du lien. Parfois, on est uniquement dans une relation contractuelle, et tout l'enjeu de l'utilité sociale, c'est de ne pas se laisser enfermer dans cette relation de commande et d'exécution de la commande, parce que là, c'est là qu'on perd toute l'utilité sociale. Alors, c'est pas évident, parce que c'est les instances et les financeurs qui permettent à l'association de vivre, et on peut pas aller. Quelquefois, il y a plusieurs financeurs. En plus. Quand on travaille en silo. Ouais. En plus. Et si on n'a pas ça, c'est la pérennité de l'association qui est en jeu. Et en même temps, si on s'enferme dans le fait de dire ma seule utilité sociale, c'est la réponse à la commande publique, je crains que l'avenir soit à peu près le même. Donc, c'est-à-dire qu'il faut arriver à jongler entre ces deux choses-là pour effectivement à la fois être dans et ce qui est normal, une évaluation de l'action qui est ou de la commande du financeur ou de l'administration publique, ce qui est normal. Et il faut l'évaluer. On ne dit pas du tout qu'il faut évacuer ces évaluations-là, etc. Mais ce n'est pas suffisant, et ce n'est pas c'est effectivement pas le cœur des associations. C'est pas la seule raison d'exister d'une association, parce que si c'est la seule, on peut vite être remplacé par quelqu'un d'autre. Hein. Enfin, il n'y a pas besoin d'une association pour faire ça. Hein. Et on a l'exemple tous les jours. Alors, pas encore dans le secteur de la justice, Dieu merci. Mais vous travaillez un petit peu, oui, mais vous travaillez dans d'autres secteurs, hein, du médico-social, etc. Et vous savez bien qu'il y a tout un tas de secteurs où les activités lucratives viennent. On a parlé des EHPAD avec les dérives qu'on voit bien, et là, c'était très frappant, effectivement. Alors, est-ce qu'on va en tirer des conséquences? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, on voit bien là que l'utilité sociale, en tout cas, ce qui est pensé n'est pas la même. Donc, effectivement, il y a aussi urgence à créer ce lien, et je pense qu'il existe ici, puisque vous êtes ici, mais à créer ce lien qui n'est pas juste un lien de je réponds à une commande, mais un vrai lien de partenariat qu'on construit, en tout cas qui discute des orientations, parce que le rôle du secteur associatif, c'est aussi ça. Quand je disais changer la société, c'est qu'on a une idée sur ce qu'on veut, on peut proposer des choses, on peut expérimenter des choses sur le territoire. Et ça, dans un dialogue avec un financeur, c'est extrêmement important.
Claire Tramier, quelle est la nature, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de la nature des rapports entre les associations du secteur socio-judiciaire et les institutions ou la puissance publique? C'est quoi votre analyse aujourd'hui, 2022? Alors, d'abord, effectivement, moi je suis une élue locale avec un engagement local, donc je suis très sensible à la question du territoire et de l'ancrage territorial tel que vous l'avez abordé. Évidemment, le constat qu'on peut faire, c'est que l'interrelation entre les institutions et notamment les collectivités locales et le monde associatif est évident. Et on pourrait prendre 10 000 exemples de la plus petite commune dont je suis maire de 700 habitants, qui a des associations qui font vivre le secteur sportif, culturel, l'animation, le lien social, à évidemment des collectivités plus importantes comme le conseil départemental qui du coup a un lien avec les associations sur la conduite d'un certain nombre de politiques publiques. C'est de l'interrelation ou c'est de l'interdépendance? Eh bien justement, en fait, je pense qu'il faut, pour moi, l'enjeu, c'est justement d'arriver à travailler ensemble et de respecter chacun de son côté, que ce soit le monde associatif ou la collectivité ou les élus qui conduisent des politiques publiques, de respecter en fait cette indépendance. Et je pense qu'on peut respecter cette indépendance uniquement en abordant les choses de la manière partenariale. C'est-à-dire que pour moi, la conduite de la politique publique, elle se fait dans une relation partenariale entre l'élu, les élus et les associations ou en tout cas les partenaires sur le terrain qui vont effectivement agir au quotidien auprès des personnes. Et cette relation partenariale, pour moi, cette coopération, cette co-construction, elle permet justement à la fois pour l'élu que je suis de vérifier, en tout cas de s'assurer que la politique publique et que les enjeux, les orientations qu'on a pu fixer sont à l'œuvre, et en même temps de ne pas assigner les associations à répondre de manière unilatérale, enfin en tout cas voilà, à être des bons petits soldats, si je peux dire les choses de cette manière-là, de la politique publique. Et en fait, je pense que c'est seulement dans le dialogue et dans la coopération et dans la co-construction des politiques publiques qu'on y arrive. Et c'est une vraie exigence, c'est pas facile. On peut avoir parfois tendance aussi et des deux côtés, je pense, à utiliser, c'est un mot, on parle d'utilité sociale, mais la puissance publique et les politiques peuvent aussi avoir tendance, sous couvert d'utilité sociale et de belles missions à remplir, à utiliser en fait les associations et les structures comme délégataires d'un service public. C'est un dévoiement de ce qu'est l'association. Et en leur demandant en fait soit plus que ce qu'elles ont, que le pourquoi elles ont été créées, soit autre chose que ce pourquoi elles ont été créées. Donc moi je pense que le piège étant d'en faire des technostructures énormes. C'est ça. Quoi. Et en même temps, objectivement, le service public ne peut pas, en tout cas dans nos collectivités locales, ne peut pas répondre à 100% des besoins. Et on a besoin des associations aussi pour leur agilité, pour leur réactivité, pour leur capacité aussi à être des aiguillons, à porter des plaidoyers, à porter des innovations, à aussi nous
quelque part, j'ai travaillé avant sur le champ du handicap, où l'aspect militant des associations de parents ou de personnes en situation de handicap est très très prégnant. Et je disais souvent aux associations, c'est votre rôle de nous aiguillonner, nous les politiques, parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera à votre place. Et donc je pense que cette question aussi de l'utilité sociale de l'association, elle est aussi dans ce rôle d'aiguillon, de plaidoyer, voilà, je sais pas comment dire, de moteur. Voilà, moteur pour aussi progresser tous ensemble dans l'accompagnement des publics qui nous sont confiés, ou en tout cas dont on a la charge. Mais quand on sait que les collectivités sont quelquefois les financeurs, j'allais dire quasi exclusifs des associations, est-ce que le risque, c'est pas de regarder uniquement par le prisme du résultat que l'argent public est bien dépensé? À quel moment est-ce qu'on va au-delà? On n'est plus... on prend un peu de hauteur, et à quel moment, parce que vous avez des comptes à rendre sur la dépense publique, à quel moment vous ne vous focalisez que là-dessus? Bah en fait, c'est ça le danger, c'est ça la difficulté, en fait. Parce que à la fois, en même temps, on a ce rôle-là de dire, voilà, parce que l'argent public, c'est notre argent à tous, hein. Moi, je dis souvent ça. L'argent du conseil départemental, c'est l'argent des habitants de Loire-Atlantique. Donc, à un moment donné, on doit quand même avoir l'assurance que les subventions, que les financements qu'on dévoue aux associations pour exercer ces missions soient effectivement utilisés pour ce pourquoi ils sont dévolus, ce à quoi ils sont dévolus. Mais je pense que ça n'est forcément pas le seul prisme de regard. C'est-à-dire que on a aussi, alors on a quelque chose à voir sur est-ce que la mission est exécutée. Moi, je travaille sur la protection de l'enfance. Est-ce que les enfants sont accueillis correctement dans une MEX? Est-ce que l'accompagnement à domicile, voilà, on dit qu'il faut qu'il y ait 30 familles accompagnées. Est-ce que les 30 familles sont bien accompagnées ou pas? Voilà. Ça, c'est un premier niveau qui est, je dirais, la base. Mais après, on va au-delà, parce qu'en fait, je pense qu'on a aussi, et c'est ça qui se travaille dans le partenariat et la coopération, c'est le retour sur, en fait, c'est quoi être bien accompagné? En fait, est-ce qu'on est d'accord entre nous, moi, l'élu que je suis au département, et vous, les directeurs ou responsables associatifs, sur c'est quoi bien accompagné? Et en fait, c'est là-dessus que tout se joue. C'est-à-dire comment on travaille ensemble à élaborer des critères de valeur qui, en fait, nous sont propres. Et c'est pour ça que, pour moi, la dimension territoriale de coopération, de partenariat, elle est essentielle. Parce que bien accompagner un enfant en protection de l'enfance en Loire-Atlantique, c'est peut-être pas la même chose que dans la Creuse ou dans le Var ou en région parisienne. Donc je pense, il y a évidemment des choses de base, mais je pense que la question de la relation qu'on voudrait qu'il ne soit pas trop déséquilibrée, même si de fait par rapport au financement elle l'est, que cette relation, elle soit vraiment... on n'a pas du tout parlé de confiance. Moi, c'est un mot que j'aime bien aussi dans la relation, parce qu'on doit pouvoir aussi être dans une confiance qui nous permet de nous dire les choses de manière claire et transparente. Vous vouliez réagir, je crois, Sophie Ziegler-Venec. Alors, soit le micro devant. Oui, je voulais réagir aux propos que j'ai entendus. Alors, c'est vrai que, bon, vous l'avez compris, revenir un peu à une association locale, départementale, pour voir comment les choses s'organisent. Parce que c'est vrai que vous avez compris, à travers mes premiers propos, que nous, ce qui nous intéresse, c'est en fait la démocratie sociale,
localement et départementalement, parce qu'on n'en est pas au niveau européen, pour l'instant, du moins. Mais, et je voudrais revenir en fait au rôle du comité, du conseil d'administration, puisque en fait je représente le conseil d'administration. Et c'est vrai que nous avons la chance à l'ADS 44 de travailler avec des partenaires institutionnels qui sont bienveillants, aussi bien le conseil départemental que la justice. Mais cela dit, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, et donc c'est trop facile de dire que à partir du moment où on apporte un surplus d'utilité sociale, tout va bien. C'est pas vrai. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est sûr que quand une nouvelle demande nous est apportée au conseil d'administration, en fait, on doit, nous, s'interroger en fait, sur le bien fondé de la demande de notre partenaire au regard des valeurs portées par l'association. Ça, c'est le premier point. Du coût économique, de la situation de nos salariés, très important aussi, parce qu'il faut qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions, et en fait, plus globalement du contexte de l'association, et évidemment, par-dessus tout, de l'utilité, ce qui est l'utilité sociale de la mesure. Alors, si par exemple, je prends une mesure comme une mesure alternative aux poursuites, une MAP, bon, quel va être le rôle du délégué du procureur? Ça va être à travers une enquête sociale, alors maintenant qu'on appelle renforcée, d'ajuster la sanction en fonction de la personnalité du prévenu. Bon, là, évidemment, la justice sera une justice plus humaine, donc plus d'utilité sociale. Sauf que notre directeur est là pour le dire, on subit des pressions. On est dans un monde de concurrence et on subit des pressions. Donc, il y a des logiques marchandes qui en fait, viennent percuter les logiques sociales. Et nous, notre rôle dans l'association, c'est un espèce de défi, mais qui n'est pas simple à tenir. Le défi, c'est en fait ne rien renier de notre singularité, et de notre capacité à innover, puisque c'est vrai que c'est quand même une des marques de fabrique des associations, c'est de pouvoir proposer, c'est-à-dire innover, mais donc auprès des financeurs, mais en fait, il faut donc tenir bon sur ces fondamentaux, mais et à la fois assumer un rôle économique, tout en restant au plus près des populations qui sont fragiles et développer les notions de service public. Donc on voit bien que pour tirer son épingle du jeu, c'est pas forcément simple au sein des politiques publiques, parce que, je le répète, on est dans un monde de plus en plus concurrentiel avec des fondations qui viennent mettre leur nez dans... Et donc, c'est pas facile. Alors, je pose une question qui est peut-être très naïve aux associations que vous êtes. Est-ce que l'urgence, finalement, des situations auxquelles vous devez faire face, auxquelles vous devez répondre pour les publics auxquels vous vous intéressez, est-ce que, en parallèle, le couperet du financement, parce que c'en est un quand même, c'est bien ce que je crois comprendre à travers vos propos, Madame Lorvellec, est-ce que ce ne sont pas des freins, finalement, ces deux temporalités qui sont différentes pour évaluer finalement ce qu'est l'utilité sociale, qui demande un temps long? Vous voyez, peut-être que... Oui. Ouais, bien sûr, parce que... Et là, ça m'a beaucoup intéressé ce que vous disiez, monsieur, sur justement la question de la valeur, parce que cette valeur qui est invisible et que nous, on transmet, qui est un peu poreuse, qui ne se voit pas, en fait, comment l'évaluer? Et sauf que... Alors, moi, je me souviens, parce que je suis quand même une ancienne maintenant dans le social, je me souviens, il y a des dizaines d'années, je ne sais plus quand c'était, il y avait eu un grand colloque ici à la Cité des Congrès, c'était « Évaluons, évoluons ».
Je crois que Rénal Brisé y était. Évaluons, évoluons. Alors, c'est vrai Pas mal que comme thème. l'évaluation, c'est quelque chose d'important, comme je le disais, mais qui ne doit pas non plus être un concept creux et qui ne doit pas arriver comme ça à la fin pour faire plaisir à tout le monde. C'est une notion sérieuse, l'évaluation. Ah oui, oui, ah oui. C'est une notion qui pour l'association, mais comme je le disais, ces questions de temporalité sont assez compliquées à mettre en œuvre. Yannick Blanc voulait réagir peut-être sur cette question justement entre la temporalité de l'évaluation qui est Ouais, longue en expliquant rapidement en quoi consiste le travail d'évaluation d'une chaîne de valeur. Alors bon, ça se monte en 2 ou 3 journées de formation, demi-journée de formation, mais je peux expliquer en quelques minutes. La démarche, elle est la suivante. Vous partez d'un acteur, ça peut être l'acteur public, ça peut être une association. Vous commencez par faire une cartographie des parties prenantes. Je ne sais pas si vous avez déjà mené cet exercice, vous les situez, vous les qualifiez, vous les situez plus ou moins près, plus ou moins loin, vous qualifiez le type de relation que vous avez avec elle, etc. Rien que cet exercice, moi je l'ai fait dans un centre social, rien que cet exercice mené de manière systématique donne déjà beaucoup de visibilité aux bénévoles, aux salariés qui sont là, parce qu'ils commencent à appréhender et à maîtriser la complexité des systèmes d'interdépendance et de relations dans lesquels ils sont. Quand vous avez fait ça, vous allez vous demander, dans chacune des relations avec les parties prenantes, est-ce qu'on peut qualifier et quantifier ? Qu'est-ce qui se passe? Combien ça coûte? Combien ça rapporte? Etc. Et dans la discussion avec le financeur, vous allez avoir ce rapport. Mais vous pouvez aussi avoir des parties prenantes avec lesquelles vous n'avez aucune relation monétaire et où pourtant il y a la création de valeur. Donc là, la discussion va être intéressante pour savoir comment on va mesurer ça. L'exemple banal que j'aime bien prendre, c'est celui de l'aide aux devoirs dans le centre social. Le centre social a une activité d'aide aux devoirs qui bénéficie aux élèves du collège. Il y a 0 flux monétaire entre le centre social et le collège. Ils sont totalement indépendants pour leur financement, il n'y a pas de... etc. Et pourtant, du point de vue du collège, des élèves, des parents, de la direction du collège, il y a des critères d'évaluation de l'efficacité de l'aide aux devoirs. Vous faites ce travail d'exploration, de recherche, etc. Puis vous arrivez à un moment où vous avez une cartographie et puis des besoins de mesure qui sont complètement disproportionnés par rapport aux moyens que vous pouvez y consacrer. Et c'est là que se passe un moment clé de la démarche d'évaluation. C'est le moment où on va discuter au sein de l'association et avec les parties prenantes et notamment le partenaire public, on va discuter des questions évaluatives essentielles. Il faut qu'on se mette d'accord sur les questions auxquelles on veut répondre. Et ça, c'est un moment de négociation. Évaluer, ce n'est pas balancer une batterie d'indicateurs venus d'on ne sait où, et généralement des banques, sur des organismes. C'est partir de l'activité et du point de vue des uns et des autres, des intérêts qu'ils défendent ou des valeurs qu'ils défendent, pour dire quelles sont les questions qu'on a en commun. Alors, l'association peut avoir ses questions à elle, le conseil départemental peut avoir les siennes, et puis on va essayer quand même de trouver le maximum de questions, et c'est une fois qu'on aura identifié les questions et cherché comment on répond aux questions, qu'on va aller chercher des indicateurs qui permettent d'y répondre. Cette démarche-là, ce n'est pas une démarche d'évaluation qui vient en plus et après de l'action de l'association, c'est une démarche qui est complètement intégrée à l'élaboration du projet associatif et de la feuille de route. C'est quand on se met en action qu'on bâtit son système, qui est un système de suivi et de pilotage en réalité pour tout le monde, pour la direction, pour les bénévoles, pour les salariés. Si on a bien mené sa démarche de cartographie des parties prenantes, d'interrogation sur les objectifs qu'on poursuit, etc., et de formulation des questions évaluatives, et de choix des indicateurs pour réponse à ces questions, alors le geste de renseigner les indicateurs va plus être une surcharge de travail pour l'asso, mais il va devenir, je veux dire, dans le flux de la vie quotidienne, on aura choisi des indicateurs de manière pragmatique et de cette manière-là, on pourra y répondre. Je pense que le fait que la démarche évaluative, elle soit intégrée à la stratégie, négociée avec les parties prenantes, on commence à apercevoir en quoi elle peut devenir quelque chose d'opérationnel et pas juste une charge
superfétatoire, parfois inutile et uniquement déterminé par les financeurs. Il y a une négociation sur le contenu de l'évaluation. Il y a encore trop de financeurs, publics et privés, vous parliez des fondations tout à l'heure, il y a trop de financeurs publics et privés qui établissent leur grille d'évaluation et qui disent vous remplissez ça, etc. C'est une démarche. Alors, vous savez, il y a y compris des grandes boîtes capitalistes qui ont supprimé tout ça. Chez Accenture, il y a quelques années, il y a 4-5 ans maintenant, un jour, ils ont un peu réfléchi ensemble, ils sont partis en séminaire, sûrement dans un bel hôtel en Floride. Ils ont gambergé sur leur boîte, etc. Et le résultat de ça, c'est qu'ils ont supprimé toutes les procédures de reporting interne à la boîte. Tout! Ils ont dit on arrête de faire du reporting parce qu'ils ont calculé que ça consommait une quantité de temps énorme et que les destinataires des reportings ne les lisaient jamais parce que c'est mortel un fichier Excel. Vous avez essayé de lire un fichier Excel, vous vous endormez au bout de 45 secondes. Déjà, donc ça ne sert à rien. Donc le partage d'informations doit se faire par d'autres procédures que celle-là et la négociation de la question évaluative, pour nous, enfin dans les expériences que nous avons suivies, est le moment clé. Stéphane, vous voulez réagir? Puis après, je vous rappelle que vous pourrez poser des questions. Je regarde le temps. Oui, on a encore 5-10 minutes entre nous. Et puis, vous intervenez quand vous voulez ensuite. Non, mais je partage complètement ce qui vient d'être dit. On l'a bien compris. C'est-à-dire, on ne peut travailler une évaluation, enfin en tout cas un regard sur l'utilité sociale que si on est dans une relation partenariale et si effectivement on définit en commun ce qu'on va regarder, ce qu'on va évaluer et avec quels critères. Sinon, c'est pas un travail autour de l'utilité sociale, c'est du contrôle, c'est même plus de l'évaluation, c'est du contrôle. C'est-à-dire on balance une grille et on est dedans, on n'est pas dedans. Donc évidemment que c'est pas simple. Évidemment que c'est pas simple, ça dépend des rapports qu'on a avec les financeurs, ça dépend des rapports qu'on a avec ses partenaires. Donc c'est pas simple partout, mais en tout cas, c'est l'objectif à atteindre. Ce que je voulais juste dire pour compléter le tableau qui a été présenté là et qui est très loin d'être complet, c'est que il me semble qu'il y a 3 leviers qui sont importants si on veut travailler sur ces questions-là. C'est un, et c'est peut-être le plus important, c'est préserver notre capacité à penser. C'est pas anodin qu'on a invité un philosophe à venir sur des journées comme ça. C'est important parce que très souvent, je l'ai dit tout à l'heure, mais on est dans l'action, on est dans le faire, et on fait très bien, c'est pas le souci. Mais vraiment, et c'est là que le rôle, tu en parlais, mais des conseils d'administration est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut penser ce qu'on fait, il faut savoir où on veut aller, il faut savoir ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on défend, qu'est-ce qu'on porte comme projet, parce que sinon, on est des exécutants de ceux qui décident à notre place, ou qui ne décident pas d'ailleurs, mais qui nous imposent des choses. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et j'allais dire, si on se lance dans une démarche autour de l'utilité sociale, la première des choses, c'est pas de se ruer sur des grilles, sur des outils, sur des choses comme ça, mais c'est déjà de réfléchir à ce qu'on est, ce qu'on fait, où on va, et puis de mettre ça sur la table. On revient au projet associatif, hein. Donc préserver notre capacité à penser, agir sur le terrain évidemment, mais ça, j'ai pas besoin de vous le dire, vous êtes des acteurs de terrain, c'est savoir ce qu'on fait, comment on le fait, ce qui se passe sur le terrain. Et puis le dernier enjeu, et c'est peut-être pas là où on est les meilleurs, c'est convaincre. Alors, c'est ce qu'on peut appeler par ailleurs la communication, etc. Moi, je préfère dire convaincre, c'est-à-dire parler de ce qu'on fait, expliquer ce qu'on fait, montrer que ce qu'on fait a un impact bien au-delà d'un nombre de mesures. Et vous pensez que les associations le font mal, là? Je pense qu'on n'est pas assez bon, oui, clairement. Ouais. Clairement, oui. Il y a une marge de progression, ouais, on va le dire comme ça. Il y a une marge de progression possible pour les associations, ouais. Bon, clairement. Là, voilà les 3 points. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, d'après les autres, je sais pas moi, la réactivité ou l'agilité, c'est un mot à la mode, que ça soit en interne dans les associations ou en externe vis-à-vis de vos publics, sont des critères d'évaluation de l'utilité sociale aussi que vous générez? C'est à moi que vous posez la question. Je sais pas, vous avez le micro, je veux bien vous la poser. Vous n'avez pas l'air convaincu, Swazik. Je peux la poser à n'importe qui d'autre. Hein. Oui, j'aime pas beaucoup le terme d'agilité parce que ça me fait penser à lapin du Racel, là. Mais c'est vrai que... Pour les plus jeunes n'ont peut-être pas la référence de la pub du lapin du Racel avec ses piles qui s'épuisaient. Non, moi je voulais revenir un peu à ce que vous disiez là sur la confiance qu'il doit y avoir justement entre les partenaires et les associations, pour qu'on puisse être justement force d'innovation, donc agile, comme vous dites, hein. C'est-à-dire à chaque fois qu'on voit qu'il y a un manque
par exemple, en socio-judiciaire, on soit capable de faire une proposition. Mais ça peut marcher. Ça peut marcher si l'association n'est pas sous pression. Et c'est ça un peu ce qui est un peu le risque, c'est que d'être toujours sous pression et donc de répondre sans avoir le temps de voir tous les impacts et de réfléchir. C'est pour ça que nous, à l'ADS 44, on a fait ce qu'on appelait des expérimentations, c'est-à-dire on a dit on met pendant 1 an ou 18 mois en accord avec le procureur de la République telle ou telle mesure, et puis au bout de 18 mois, on va évaluer, on va faire le bilan, on va discuter ensemble, on va voir combien ça nous coûte, combien ça rapporte socialement, voilà, et si vous en êtes content ou pas, et puis on fait le point. Mais ça, c'est dans un monde un peu idéal, parce que même si on a la confiance par exemple du conseil départemental, c'est sûr que je reviens aux fondations, mais quand il y a un appel à projet qui tombe et auquel on doit répondre, on n'est pas égaux devant les réponses à l'appel à projet. Alors, entre une petite association comme la nôtre et une grosse fondation qui arrive de je ne sais où et qui a tout son... on est absolument inégaux. Alors, le plus que nous, on a, c'est qu'on a la confiance, on est connu. Même si on n'est pas connu à travers les réseaux sociaux, on est quand même connu des partenaires, on sait qu'on bosse bien, et justement, on sait qu'on apporte ce petit plus, ce petit plus qui est énorme, qui est en fait qu'on ne pense pas uniquement économique, mais qu'on pense, qu'on prend en compte les enjeux sociaux, sociétaux, etc. Bon, on n'a pas parlé du niveau européen, qui était quand même... Non, mais je préfère pas. Non, mais j'ai bien compris que ça serait compliqué. Juste avant que vous posiez vos questions, Madame Tramier, vous voulez intervenir? Juste sur cette question-là, parce que voilà, je pense effectivement qu'on doit aussi évoluer dans nos modes de travail avec les acteurs associatifs. Voilà, donc on est évidemment aussi contraint de manière réglementaire sur ces questions d'appel à projet, d'appel à candidature pour des nouvelles missions à accomplir sur le département. Et moi, je suis bien consciente que c'est un vrai défi pour les associations et que c'est aussi un vrai risque. C'est-à-dire que c'est aussi un vrai risque que l'objet de l'association ne soit plus effectivement l'objet initial, mais qu'elle s'organise en fait pour répondre voilà, en termes d'ingénierie, etc. Et, tout. Et ça, je pense que c'est un risque, qui est un vrai risque voilà, dans nos sociétés et dans nos modes de relations entre les associations et les pouvoirs publics. Donc, il faut qu'on puisse être assez attentif à cette question-là. Et puis, je voulais revenir sur la question de l'évaluation et notamment de la question économique et du financement. Parce que finalement, en tout cas pour moi, l'utilité sociale de la réponse associative, elle va au-delà de la mission qu'on lui confie. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a une utilité sociale dans la réalisation de la mission. Mais il y a aussi une utilité sociale dans la manière dont elle va considérer ses salariés, dont elle va quelque part être aussi un acteur sur le territoire, comment elle va travailler avec la commune dans laquelle elle est implantée, comment elle va travailler avec les acteurs voilà, de droit commun, les autres associations qui sont bénévoles et qui travaillent sur le territoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas dans les financements qu'on attribue, et que je pense que ce sont que des acteurs associatifs qui peuvent être dans cette utilité-là et dans cette attention-là au territoire, et que
sur la mission elle-même, peut-être qu'on pourrait se dire que des acteurs privés, avec quelques garanties, pourraient à peu près rendre le même service. Mais si on s'interroge vraiment sur les valeurs qui font de l'utilité sociale, je pense que très vite, on se rend compte que ça a des limites. Et je pense que pour moi, c'est un vrai risque, cette entrée d'acteurs privés lucratifs dans le domaine. Alors pour l'instant, on le voit surtout dans le domaine du vieillissement, parce que évidemment, il y en a, les gens, il y en a qu'on vite vu que ça allait être un enjeu et qu'il y avait de l'argent à prendre, oui. Pour dire les choses de manière très triviale. Je pense que pour l'instant, c'est un peu moins vrai dans les domaines de l'accompagnement socio-judiciaire ou de l'accompagnement en protection de l'enfance. Mais on commence quand même à le voir. Hein. Je peux vous dire, en tant qu'élu, on est sollicité par des structures totalement privées qui nous disent non, mais c'est bon, nous, on va vous faire une belle MEX. Voilà. Ouais, d'où l'importance aussi des élus de terrain. De terrain pour être. De sentir ces signaux. Tout à fait. Alors, j'avais promis. Oui, je voudrais dire deux choses à Claire Tramier. Ouais. La première, c'est que quoi que vous disent vos services juridiques, ne croyez pas que ni le droit européen, ni la loi, ni le règlement vous obligent à ne faire que des appels à projets pour financer des associations. C'est faux. C'est faux, mais tous les services juridiques de l'État et des collectivités locales sont porteurs désormais de cette idée que c'est la seule façon de ne prendre aucun risque. Et c'est un phénomène très pervers, très pervers. Un jour, en tant que préfet, dans une affaire où il y avait urgence à conventionner avec une association, j'ai eu une discussion avec mes collaborateurs. Mon chef du service juridique, il a tenu comme la chef de M. Seguin jusqu'au dernier moment pour dire non, il faut faire un appel à projet. J'ai fini par arbitrer parce que j'en avais quand même l'autorité. Et la conclusion de la réunion, il m'a dit, mais monsieur le préfet, c'est vous qui irez en prison. Hein, donc ça va jusqu'à l'intimidation, quoi. Voyez, et dans le monde préfectoral, c'est assez rare qu'un collaborateur cherche à intimider le préfet. C'est assez exceptionnel. C'est vous dire la force du phénomène. Donc ne croyez pas ça. Deux, depuis tout à l'heure, vous nous expliquez que pour mener à bien les politiques publiques et faire vivre le service public, vous ne pouvez pas faire autrement qu'en partenariat avec des acteurs associatifs. Et la question des appels à projets pose la question des méthodes, de comment on fait pour construire ces partenariats de manière efficace, etc. La Fonda a travaillé sur ce sujet depuis 4 ans. Nous venons d'en sortir un guide méthodologique, je vous l'offre, avec beaucoup de plaisir. Quel geste, quel geste! J'en ai 3 ou 4 autres exemplaires dans ma besace, donc je vais essayer de les distribuer de manière pertinente parce que on travaille là-dessus depuis des années. On a maintenant cherché à avoir un outil pratique pour accompagner les acteurs associatifs et publics à construire des partenariats. Et donc, ce guide, il est en libre accès sur notre site internet au format PDF, mais enfin, c'est quand même plus sympa de l'avoir au format papier. Qui a dit que les assos ne savaient pas communiquer? Stéphane. Bon, alors, est-ce que par rapport à ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit aussi, parce que évidemment le temps est compté, certains ou certaines d'entre vous souhaitent intervenir. Alors, soit on va vous donner le micro. Bon, je sais que c'est toujours dur d'être le premier ou la première, mais il y a toujours des premières. Voilà. Alors, écoutez, ce que je vais faire, je vais donner mon micro. Non, vous voulez sans micro? Non, vous pouvez m'entendre. J'ai l'impression que vous avez oublié un élément important, c'est les bénévoles. Parce qu'en France, le temps de bénévolat représente 1 million d'emplois. Donc je trouve que c'est un élément important, en particulier dans l'association que je représente, l'association des proches de malades psychiques, en particulier le groupe de parcours pénal qui fait soutien une famille ou un proche à faire avec la justice. Donc là, je retrouve ce qu'a dit M. Gilles sur la manière d'accompagner la valeur. On le voit tout de suite dans la valeur qui est donnée par la société à la psychiatrie et aux malades psychiques dans les prisons françaises, le pays des droits de l'homme étant le plus mal chaussé pour le taux de suicide en prison. Merci pour cette intervention sur les bénévoles, sur leur prise en compte, sur...
Oui, vous avez raison, madame, mais moi je suis bénévole. Hein. Ben oui, je suis bénévole depuis 30 ou 40 ans, je ne sais même plus, puisque j'étais à l'AAE, j'ai commencé par être au conseil d'administration, et puis après au bureau, et puis après, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai été présidente, et je suis toujours dans cette association, et en fait, notre conseil d'administration, ce sont des bénévoles, et je peux vous assurer qu'on travaille hein, quand même. Mais vous le savez mieux que moi, on se travaille, c'est-à-dire que sinon on ne servirait à rien, ce serait très ennuyeux. Mais et là, en fait, c'est très important aussi, on en a parlé hier soir, mais c'est très important que entre les salariés et les bénévoles, c'est-à-dire entre la direction et le conseil d'administration, il y ait un lien très... C'est un binôme, hein, on l'a dit. Pour qu'une association fonctionne, en fait, il faut qu'il y ait des bénévoles qui apportent les idées et puis qui, en fait, contestent, débattent. Parce qu'on n'est pas toujours d'accord. C'est sûr que quand on a justement, ce que je disais, quand il y a un nouveau besoin à l'association, c'est quand même le rôle des bénévoles, pas que, mais le rôle des bénévoles de voir si c'est possible ou non, dans quelles conditions. On est à la limite du bénévolat. Par exemple, en ce qui concerne la formation des personnels pénitentiaires aux troubles psychiques, dans les autres pays européens, ça fait partie de la formation de ce métier. En France, c'est nous qui devons le faire à l'UNAFAM, avec le BPSR et tout ça, sous forme bénévole. C'est la limite. Juste dire que pour moi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur aussi la comparaison entre un acteur public et un acteur privé sur un champ d'intervention de politique publique, c'est aussi cette question-là. C'est-à-dire, c'est aussi la question de l'engagement des bénévoles, alors qu'ils soient effectivement dans des associations au niveau du conseil d'administration ou qu'ils soient aussi... tout simplement des membres d'associations qui ne fonctionnent qu'avec des bénévoles et qui remplissent une vraie mission aussi, des missions de service public. Et du coup, il y a vraiment cette question-là, et pour moi, le modèle associatif, si on peut dire, j'allais dire intrinsèquement, en fait, il participe de l'utilité sociale, c'est-à-dire sans même avoir rien fait quelque part. Oui. Le fait qu'on ait ce modèle-là d'une gouvernance bénévole, associative, ce modèle de l'association à but non lucratif, d'utilité sociale, il a une utilité sociale. Intrinsèquement, il répond à l'utilité sociale quelque part. Il en est partie intégrante. Oui, monsieur. Yannick, vous êtes intervenu là-dessus, mais vous le disiez, on est dans des systèmes, toutes les personnes que nous accompagnons vivent aussi dans un système familial, environnemental, et que de fait, toutes nos interventions ont des retombées sur les territoires, autour de ces gens-là aussi, et que ne l'oublions pas, parce que quand même, une des actions, même si ces derniers temps, c'est pas probant, on devrait être dans une société un peu plus sereine. Donc je pense que dans les éléments que nous devons mesurer, c'est aussi tous ces impacts en parallèle, je pense à toutes les interventions qu'il y a qui sont bien autour. Moi qui ai été DG pendant une 17 ans d'une association de protection de l'enfance, je resterai très prudent sur le lucratif quand même. Hein. On l'a vu dans d'autres secteurs. Je ne suis pas du tout sûr que c'est une voie à emprunter très sérieusement, parce que tous les exemples qui nous ont été donnés, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ou alors ces grands groupes qui se construisent comme ça, de briques et de broc, et peut-être trop près de certains gouvernements, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas sûr que, en tout cas, leur objectif premier est
l'intérêt, l'évolution de toutes ces personnes qui sont en difficulté, en grande difficulté, en très grande difficulté, ou qui ont eu des accidents de vie. Je ne suis pas sûr que l'objectif final est celui-là, donc je resterai, tant que je serai vivant, très très prudent sur ces questions-là. Merci. Merci. J'ai juste une difficulté, c'est-à-dire que si on parle de l'utilité sociale comme combat ou comme outil pour mettre en concurrence justement nos associations et ces grands groupes lucratifs, parce que mine de rien, vous parliez de confiance, mais bon, c'est bien, hein, il faut qu'on travaille en toute confiance avec nos financeurs, mais on sait bien que ça ne passe pas que par ça, malheureusement. Et donc, ce qui me gênerait, c'est qu'on prenne l'utilité sociale que comme un outil pour être concurrent par rapport à ces grands groupes. Et non, mais je le dis pour être très clair, parce que ce n'est pas souhaitable, voilà. Mais néanmoins, si elle a pointé quand même son nez petit à petit, c'est parce qu'on sait pas bien parler de nos travaux, ou de notre travail en tout cas. On ne sait pas mettre en valeur effectivement les actions qu'on mène, parce que c'est pas naturel dans ce secteur-là, donc c'est aussi ça. Ça l'est certainement dans des secteurs plus lucratifs où effectivement on a appris tout petit à dire je suis plus fort que l'autre, et donc voilà, j'arrive à mettre ça en place. Mais voilà, mon souci, et je pense que je ne sais pas ce qu'en penserait Augustin, c'est de dire que effectivement, si on doit l'utilité sociale, c'est bien autre chose pour nous. En tout cas, on a parlé de communication, de regard de l'autre, mais aussi de regard qu'on donne, qu'on met en avant, en tout cas au niveau de l'association. Et donc c'est voilà, c'est aussi comment on centre l'utilité sociale dans le débat. Voilà. Oui, moi simplement pour me présenter, je suis Anne-Marie Fauvet, alors présidente du CNL, j'interviendrai tout à l'heure à ce titre-là, mais par ailleurs je suis aussi directrice d'une... Ouais, voilà, c'est bon comme ça ? Voilà, je suis aussi directrice d'une association qui travaille beaucoup dans le champ de la protection de l'enfance. Moi, j'ai des petites remarques, mais c'est pour amener du grain à moudre. La première chose, c'est qu'on se dit souvent qu'on ne sait pas parler de notre travail. Moi, je dis, attention, il ne faut pas non plus rentrer dans un système où on est complètement dans la culpabilité, parce que je ne suis pas certaine que les gens qu'on a en face sachent mieux parler de leur travail que nous. Donc ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, voilà, parce que je pense qu'on est beaucoup là-dedans. La deuxième remarque, c'est que si aujourd'hui, dans le champ de la protection de l'enfance ou du socio-judiciaire, on a des entreprises qui peuvent intervenir ou des grands groupes dont on n'a pas du tout compris à qui on faisait allusion, interviennent, c'est parce qu'en fait, il y a le choix des élus. Et je pense qu'il faut que chacun reprenne ses responsabilités. Après, moi, je suis beaucoup là-dessus. Et la troisième chose que je voudrais dire, mais c'est plus un témoignage. Moi, je suis dans un département où, en fait, par exemple, on parle aujourd'hui d'utilité sociale, d'évaluation. Évidemment, en tant qu'association de la protection de l'enfance, on a fait nos évaluations bien sérieusement, internes, externes. Et maintenant, on s'est engagé dans une amélioration continue de la qualité selon le décret de 2021. Tout bien. Qu'est-ce que je me rends compte? C'est qu'aujourd'hui, quand on passe nos rapports d'évaluation interne et externe au département, personne ne nous en parle. Je ne suis pas certaine qu'on les lise, pour être tout à fait... Voilà. Sachant ça, je me suis dit, je vais faire des invitations pour faire des rendus d'évaluation. Quand j'ai fait un rendu, alors bon, il y a 4-5 ans, je ne dirais pas mon département. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Et c'était les techniciens, hein, c'était pas les élus, c'était les techniciens. Franchement, Anne-Marie, on n'a pas bien compris ce qu'on faisait ici. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas du tout dans la logique de l'évaluation. Même chose pour les contrôles. Moi, je suis la première à dire, je paye des impôts. Et aujourd'hui, on a des MEX et on a aussi eu des EHPAD hein, où ça dysfonctionnait complètement, mais qu'on fasse des contrôles. Moi, ça fait 22 ans que je suis directrice. Alors, du côté de la PJJ, on a eu des contrôles de fonctionnement et je trouve ça formidable. Au niveau du département, absolument rien. Alors, après, évidemment,
au bout d'un certain nombre d'années, tout d'un coup, on se rend compte que ça dérive. Alors, on le sait par la bande que ça dérive. On le sait par les juges que ça dérive. Et puis, tout d'un coup, alors quand on fait le contrôle, ben, c'est un contrôle où on arrête complètement la structure. Les gamins qui ont été dans ces maisons d'enfants, généralement, ils ont bien dégusté pendant plusieurs mois, et voire même plusieurs années. C'est là où je dis, peut-être qu'on est en train de... c'est bien cette journée, attention, je ne remets pas en question la journée, c'est un sujet extrêmement intéressant. Mais je me dis, mais est-ce que dans la vraie vie, on en est là ? On n'en est déjà pas à... Enfin, je trouve qu'on n'a déjà pas abordé la première étape de l'évaluation, parfois. Et du coup, qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne qu'on a des départements. C'est pour ça que ça m'intéresse, votre point de vue. C'est très intéressant une élue soit là. Parce que du coup, eh ben, comme on ne travaille pas vraiment sur les évaluations, on n'a pas de pilotage. Alors moi, dans mon département, aujourd'hui, tout le monde dit « Ouh là là, quoi qu'on propose, la réponse est « on n'a pas d'argent ». Et étonnamment, c'est la DAF, la directrice des finances, qui, elle, parle d'éducatif. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il me semble qu'avant tout, il y a un travail de structuration des choses. Qui fait quoi ? Et moi, je trouve qu'un département évalue, allez-y, évaluez, contrôlez. Mais qu'on le fasse clairement. Et après, je pense qu'on pourra se mettre en dialogue, comment dirais-je, d'égal à égal. Mais il me semble que là, il y a quelque chose qui est un peu déstructuré. Alors, quand je dis mon département, mais il n'y a pas que le mien, sinon je ne me serais pas permise de prendre la parole. Voilà ce que je veux. Moi, je voudrais réagir d'un mot à ce que vous venez de dire. La démarche que je vous propose, ce n'est pas de dire à l'acteur public évaluer, c'est de construire votre dispositif d'évaluation et de le mettre sur la table et d'aller le négocier avec lui. Mais il faut que ça soit lisible. Mais bien sûr, il faut que ce soit lisible. Les élus, ils ont plein de documents qui leur passent dans les mains. Je suppose que si vous avez un truc illisible... Non, mais je ne parle pas de contrôle. C'est une autre affaire, le contrôle. Il ne faut pas confondre l'évaluation et le contrôle. Ce sont deux choses très différentes, parce que le contrôle, c'est par rapport à de la conformité, à des règles, etc. L'évaluation, c'est votre outil de pilotage. Et il y a un problème qui est commun à toutes les associations de tous les secteurs, c'est qu'il faut vous outiller pour montrer quelle est la valeur que vous produisez. Il faut aller à la discussion avec le financeur public, avec déjà le compte de la valeur créée. Et là, vous avez des arguments par rapport au secteur lucratif. Vos arguments, c'est le comment vous le faites. C'est la place des bénévoles, c'est la façon dont vous vous organisez, dont vous gérez vos salariés. Ça, il faut le montrer, le mesurer. Il faut pas attendre qu'on vous le demande, quoi. C'est le message clé. Enfin, ça fait partie de la stratégie et d'organisation et d'efficacité de ce que vous faites, mais aussi d'influence dans votre rapport avec les décideurs politiques. En fait, ce que je pense, c'est que il y a vraiment, je dirais, je sais pas si on peut dire deux niveaux. En tout cas, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu de la menée de la politique publique et donc effectivement du travail nécessaire de contrôle. C'est ce que je disais tout à l'heure, de vérification par le financeur que la mission elle est correctement remplie. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est quoi une mission correctement remplie? Et donc si on n'est pas d'accord entre nous, alors effectivement, le département, le financeur, il peut mettre un certain nombre de critères, tac, 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 il fait son contrôle, hop, oui, non, ceux-là ils sont bons, ceux-là ils sont mauvais, voilà. Mais c'est bien plus, ça doit aller beaucoup plus loin que ça. J'allais dire ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que de vérifier effectivement que l'argent public qui est mis, il soit, c'est ce que je disais tout à l'heure, il soit utilisé pour ce pourquoi il est, et que la mission soit remplie avec un certain nombre de critères de base de qualité, si on peut dire les choses de cette manière-là. Mais pour moi, la relation entre la collectivité et les associations, elle va bien au-delà de ça, en fait. C'était de ça dont je parlais. C'est-à-dire que pour progresser aussi tous ensemble sur l'accompagnement des publics, quels qu'ils soient, on a besoin de croiser nos expériences, nos points de vue, nos enjeux. Nous, on est des élus, on est élus avec un projet de mandat, on y travaille, on a des engagements. Donc, il faut que ces engagements ils puissent trouver une mise en œuvre. Donc,
Et l'associatif, il a aussi son projet politique, son projet associatif, et à un moment donné, c'est comment on fait rencontrer ces projets-là. Madame, vous voulez intervenir? Oui, alors Oui, ça marche. Je suis Brigitte Vera et je préside une association de protection de l'enfance en Île-de-France, importante. Moi, j'abonde tout à fait dans votre sens, madame. Je pense que je préside cette association depuis 8 ans, donc ce n'est pas une expérience très, très longue, mais il y a un glissement important entre, il me semble, entre les associations, dans les relations entre les associations et les financeurs, qui amène cette relation uniquement sur un plan technique, c'est-à-dire les services techniques, les services financiers des financeurs s'adressent aux directions générales des associations avec un manque très important au niveau politique qui est de rencontre entre les présidents et les conseils d'administration d'associations et les élus. Et il est assez difficile de rencontrer, en tout cas dans mon département, les élus. J'avais demandé à rencontrer la présidente au moment de sa réélection. Elle nous a renvoyé sur les vice-présidents, ce qui était très intéressant. Mais il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'échange sur les orientations en direction de telle et telle problématique. Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble? Cet aspect-là, il me semble, a été en tout cas oublié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de construction, de vision de ce que l'on cherche à faire sur un territoire donné. Et ça mène à effectivement des évaluations de l'utilité de l'association uniquement sur un plan administratif. Est-ce qu'on remplit bien la mission? Est-ce qu'on fait bien le nombre de mesures? Est-ce que le coût que l'on utilise est bien... Voilà. Mais sur une vision plus générale, politique, ça, il n'y a pas d'échange à ce niveau-là. Et c'est dommageable parce que je pense qu'on a tous des salariés devenus extrêmement experts des situations qui les accompagnent. J'ai été très sensible, je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure dans son intervention, que les premiers experts des situations, ce sont les personnes elles-mêmes que l'on accompagne et que l'on entend aussi, et que l'on peut faire remonter. Je sais que les maires des petites communes sont aussi experts parce qu'ils écoutent leur population, mais sur des grands départements avec une population très importante, c'est moins vrai. Les élus sont beaucoup plus loin, certainement, des populations, et en tout cas les élus des conseils départementaux s'ils ne sont pas maires. Et je pense qu'il y a une déperdition là très importante de ce que l'on pourrait construire ensemble. Et on pourrait, du coup, mesurer de façon beaucoup plus pertinente l'utilité de ce qu'on construit ensemble pour faire évoluer les problématiques sociales que l'on rencontre sur les territoires. Merci pour ce témoignage. Alors, on ne va pas faire le procès plus, on est dans un département. Non, c'était pas du tout un procès. Oui. Non, mais ça dépend évidemment des départements, de leur taille, de leur orientation politique quelquefois aussi. Ici, dans l'Ouest, en général, il y a plutôt de l'écoute et une implication des élus. N'étant pas élu moi-même, je dis juste ça en tant que témoin extérieur. Oh, pardon. C'était juste pour rééquilibrer la barque, parce que je vais peut-être pas me faire que des amis dans la salle, mais sur cet aspect politique avec les élus, il faut aussi qu'on regarde devant notre porte. C'est-à-dire qu'on a aussi... alors peut-être que vous êtes tous formidables dans la salle, mais le secteur associatif dans son ensemble a aussi désinvesti ce champ politique aussi. Donc j'allais dire que la responsabilité est un petit peu partagée dans ce manque de dialogue politique, mais c'est effectivement ce qu'il faut retrouver et qui est essentiel. C'est-à-dire que si on n'a pas ça, c'est foutu. Enfin, c'est foutu. La suite ne peut pas en découler, très clairement. On a le temps, oui, pour quelques questions. Je regarde Vincent Cheville-Ouvrière. Par rapport au timing, parce qu'après, il faut aller déjeuner et revenir. Oui, on peut. Oui, alors juste, on est du même département, donc c'est pas de chance. Donc espérer 95. Mais non, mais il n'y a pas que le conseil départemental. C'est-à-dire que, en gros, la dette, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça ici aussi, mais en tout cas la dette, aujourd'hui, pour évaluer
nos mesures ou nos actions. On parle de gamme, donc de groupe, je ne sais même plus comment ça le sigle, tellement c'est... Voilà, et si on donne à manger aux gens, vous rentrez dans le groupe 1. Si vous faites ça, en plus vous les accompagnez, vous rentrez dans le groupe 2. Enfin voilà, donc on a des éléments de mesure qui aujourd'hui mettent un peu vraiment une barrière sur les autres éléments. Alors on fait des plaidoyers, on se bat pour que voilà, nos valeurs et ce qu'on souhaite apporter au niveau politique puissent quand même être entendus. Mais c'est vrai que la première barrière, et c'est aussi pour ça que certaines associations ont baissé les bras, c'est-à-dire qu'on a des grilles d'évaluation devant nous, on en parlait tout à l'heure, voilà, ou des audits, parce que là on parle de contrôle, mais ouais, encore une fois, j'ai aucun souci là-dessus, sauf qu'à un moment, il faut aussi qu'on puisse mettre derrière ça d'autres choses ou d'autres difficultés qu'on a pu rencontrer à un moment ou à un autre. Et ça, c'est vrai que le dialogue aujourd'hui est un peu... Mais en fait, moi j'aurais tendance à dire que c'est aussi sans doute, enfin en tout cas au niveau des collectivités, on en est évidemment éminemment responsable, c'est aussi quel est le travail en fait entre l'élu et les services du département, et comment en fait chacun doit rester à sa place et trouver sa place. Et pour dire, en fait, moi je peux vous dire par exemple que en tout cas dans les choses que je dis, je ne reçois jamais de professionnels associatifs sans une représentation du conseil d'administration. C'est-à-dire que moi, en fait, je reçois prioritairement, alors en général c'est les deux, parce que c'est vrai que ça permet, et moi de mon côté, je suis aussi accompagnée en général d'un professionnel du département. Mais c'est évident que moi, je ne peux pas avoir de relation... Alors évidemment, on peut se rencontrer, on peut discuter, etc. Mais dans une relation institutionnelle, moi, évidemment, ma relation en tant qu'élu au département, elle se fait forcément avec les instances de gouvernance des associations. Voilà. Avec un président, un administrateur, un vice-président, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, c'est le politique de l'association, en fait. Hein, parce que si on fait un parallèle entre une association et une collectivité locale, dans une collectivité locale, vous avez une instance politique, vous avez des élus, puis après vous avez des services et des fonctionnaires qui mettent en œuvre dans une association, et ça doit travailler ensemble, évidemment, bien évidemment. Et dans une association, vous avez l'instance politique qui est voilà, le conseil d'administration, l'assemblée générale, etc. Et puis des professionnels, un directeur et des professionnels qui mettent en œuvre qui mettent en œuvre pour l'association. Mais moi, je pense que ça, c'est extrêmement important dans la manière de conduire les politiques publiques, que chacun reste bien à sa place, en fait. Est-ce qu'il reste une question? Pas, oui, il y en a une ici. Parce qu'on a un peu dérivé, Ludique. Moi, une question que je me pose, c'est... Le thème est large, oui, le thème est large, c'est vrai. Ça participe, oui, les rapports participent. Oui. Une question que je me pose, moi, c'est de savoir dans quoi on inscrit l'utilité sociale. Et moi, j'ai tendance à l'inscrire dans une responsabilité sociétale et dans une responsabilité politique. Or, celle-ci, elle n'est pas définie. Je travaille dans un département qui n'a plus de schéma départemental de l'enfance depuis un certain temps. Et c'est quand même un peu compliqué parce qu'à ce moment-là, on subit des injonctions permanentes, parfois très contradictoires. Et c'est assez compliqué parce qu'on se met même en danger avec le système très pervers des appels à projets, des appels à manifester. Et maintenant, un technicien du département décroche le téléphone, appelle un directeur général d'association et dit « est-ce que vous prenez ça ou pas ?» C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de débat politique. Ça, moi, je trouve extrêmement inquiétant. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut obliger le politique à un moment donné à prendre ses responsabilités sans mettre en danger une association employeuse, c'est-à-dire des emplois derrière, de manière assez conséquente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour avoir travaillé dans un grand groupe dans lequel on ne peut pas dire le nom, je peux quand même dire que si je crois, parce que sinon je pense que ça aurait été compliqué que j'y travaille aussi longtemps, si je crois qu'un certain nombre de personnes qui y travaillent ont un vrai intérêt pour les publics, hein, ce que je pense quand même, c'est qu'il y a eu des volontés politiques, et notamment des départements, que les associations se regroupent pour des questions d'économie, hein, d'échelle de valeur économique, on va le dire comme ça, et qu'aujourd'hui on en paye les conséquences. Et la protection de l'enfance voit entrer des acteurs privés
privées, lucratives. Il y a au moins 2 départements dans lesquels il existe aujourd'hui des maisons d'enfants lucratives privées qui travaillent exclusivement avec de l'intérim, que la loi de 2002 est très intéressante mais a eu un effet pervers sur l'évaluation, ça a été de préparer le terrain au privé, et qu'en 2002, le MEDEF a sorti une note très claire disant qu'ils étaient prêts à prendre l'action sociale et donc la protection de l'enfance. Et je crois que ce projet politique, il est prêt, et qu'aujourd'hui, tout le travail de destruction du monde associatif, de dévalorisation, d'attaque du monde associatif est très dangereux pour la démocratie. Voilà, je tenais juste à le dire. Un vrai témoignage qui reflète une vraie réalité. Monsieur là-haut, vous voulez parler? Peut-être sans micro, non, si vous l'attendez. Ah, c'est pas mal, vous avez de voix, d'accord. Une question d'universitaire, mais personne n'est parfait. Peut-être dirigée vers Yannick Blanc. Dans le titre de ce matin, il y avait le mot européen. Et j'avais envie de poser la question, puisqu'on a encore un peu de temps, à Yannick Blanc. Peut-il nous dire si sur cette question de l'évaluation de l'utilité sociale, il y a dans d'autres pays européens, nos voisins, des pratiques qui vous séduisent, qui vous paraissent plus avancées, ou au contraire, est-ce qu'on n'a pas à rougir particulièrement? J'ai été très intéressé par vos développements sur ce que peut-être ces formes d'évaluation permanente du fond de l'utilité sociale et qui s'inscrivent dans le dialogue avec les partenaires. Oui, oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses dans les pays européens que nous connaissons mal. Nous ne sommes pas outillés pour les connaître. Augustin Gilles a évoqué tout à l'heure le fait qu'il était lauréat d'un organisme dont je suis président, c'est l'Institut français du monde associatif, qui est un organisme associatif qui a été créé pour financer, animer, développer, diffuser de la recherche sur le fait associatif. En France et en Europe, notre groupe de travail sur la dimension européenne a commencé à travailler, et donc voilà, c'est une tâche de longue haleine d'établir des réseaux, d'organiser des systèmes de traduction, de faire circuler l'information, mais alors prenez un pays moyennement européen, si j'ose dire, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a un réseau de What Work Center, par exemple, qui est un outil extrêmement intéressant, puisque c'est à la fois un outil de partage de retours d'expérience et d'évaluation d'initiatives d'innovation sociale, etc. Le Royaume-Uni est un pays très paradoxal, parce que c'est un pays où on a détruit les services publics de façon volontaire, délibérée, etc. Et puis le balancier est revenu dans l'autre sens, et on essaye de les reconstruire sur des modèles qui sont plutôt des modèles innovants et qui sont intéressants. Vous avez en Italie des travaux aussi extrêmement importants. Enfin, voilà, ces travaux existent. Moi, j'en connais quelques-uns comme ça ici et là. J'ai pas du tout aujourd'hui, et je ne connais pas de tableau un peu systématique de ce qui se fait dans d'autres pays. Et ça fait partie des chantiers que nous avons ouverts à l'Institut français du monde associatif. Stéphane, pour un dernier mot. Non, mais c'est juste pour dire, effectivement, on n'a pas parlé de l'aspect européen. Alors, avec des choses qui se mènent, mais on a quand même une particularité, c'est quand même notre secteur associatif qui est très particulier. Et pour le coup, on voit bien que ça a des conséquences sur le travail qui est fait autour de l'utilité sociale. Et pour donner juste un exemple, pour être très court, parce qu'on est très en retard, enfin pas en retard, mais pour finir à l'heure, pardon, il y a quelque chose qui se discute au niveau européen. Nous, on parle là de lucrativité et de secteur non lucratif, et vous le savez peut-être, mais au niveau européen, on est en train de discuter de quelque chose qui s'appellerait la lucrativité limitée, qui est un vrai danger pour moi, parce que ça veut dire quoi, lucrativité limitée? Ça veut rien dire du tout. Enfin, je veux dire, on est lucratif ou on n'est pas lucratif, mais ça veut dire qu'on fait rentrer quelque part dans le champ du non lucratif, de l'utilité sociale, de l'ESS. On n'a pas parlé d'économie sociale et solidaire, mais il y aurait beaucoup à en dire aussi. On fait rentrer des acteurs qui sont de plus en plus lucratifs, enfin, il faut se le dire. Voilà. Et donc par ce biais-là, effectivement, on est plutôt inquiet, j'allais dire, des orientations européennes en la matière. Alors, pas sur l'utilité sociale spécifiquement, mais sur ce champ qui couvrirait l'accompagnement des personnes en difficulté, enfin le champ social de manière large, où il y a de vraies inquiétudes, et bon, il y a un certain nombre de mouvements, et dont le mouvement associatif, qui regroupe le plus d'associations, de têtes de réseau, de confédérations, de choses de ce type-là, qui se bat contre ça au niveau européen, et y compris dans les instances de l'ESS en France.
Voilà, c'était juste pour avoir une petite dimension européenne.